Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Le manoir Nuobi était un monument de richesse et d'excès, niché dans l'un des quartiers les plus huppés de Lego, Banana Island. Chaque centimètre carré de la propriété respirait l'opulence, des sols en marbre scintillant comme des miroirs aux majestueux lustres en cristal qui planaient au-dessus du hall d'entrée telle une lune de diamants. Pour Isioma Okeke, cependant, ce luxe ressemblait davantage à une cage dorée qu'à un rêve. Faisant partie des nombreux domestiques employés à l'entretien de ce vaste domaine, elle se déplaçait comme une ombre, silencieuse, efficace et inaperçue. Chaque matin, elle se réveillait avant que le soleil n'embrasse le ciel, nouait son uniforme impeccablement repassé et descendait dans le monde du service. Elle récurait des salles de bain de la taille de petits appartements, astiquait des couverts avec lesquels elle ne mangeait jamais et disposait des roses dans des vases plus chers que tout ce qu'elle possédait. Pourtant, elle le faisait avec une douceur de cœur et une paix intérieure que peu de gens pouvaient comprendre. Sa gentillesse n'était pas une performance, elle coulait d'elle comme un fleuve tranquille, constant et sans prétention. Mais dans un foyer dominé par le pouvoir et la classe sociale, la gentillesse n'était pas monnaie courante. Elle était invisible. La plupart des membres de la famille Nuobi ne s'adressaient jamais directement à elle. Les commandes passaient par le majordome en chef, Yuzo, ou le chef personnel, Kim. Le nom d'Isioma n'était prononcé par la famille que lorsqu'un problème survenait. Un pli dans le drap, une tache manquante sur un lustre ou un plat servi 2 degrés trop froid. Même alors, son nom était davantage utilisé comme une réprimande que comme une personne. Cela ne la dérangeait pas, ou du moins se disait-elle. Elle avait grandi dans la petite ville de Yumlik, où sa mère vivait encore, aux prises avec une hypertension artérielle et un kiosque en panne. Le travail d'Isioma à Lagos était non seulement un moyen de sortir de la pauvreté, mais aussi une bouée de sauvetage pour sa famille. Chaque mois, elle envoyait la moitié de son salaire à la maison. L'autre moitié était déposée dans un récipient en plastique sous son lit, étiqueté « chirurgie de momie ». Malgré les mauvais traitements, elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais élevé la voix, n'a jamais rien demandé de plus. Elle se contenta de servir et de survivre jusqu'au jour où le maître des lieux revint. Chuka Nuobi, fils unique de l'influente dynastie Nuobi, était parti en tournée d'affaires à travers l'Europe, gérant sa chaîne d'hôtels de luxe et faisant la une des magazines financiers. Il revint en fanfare, dans un élégant Range Rover noir, avec des gardes du corps armé et un cortège d'assistants et de publicistes bourdonnant autour de lui comme des abeilles. Pour le personnel, c'était une nouvelle démonstration de force. Mais pour Isioma, il n'était qu'un rappel supplémentaire de la fracture sociale, un homme dont les chaussures coûtaient plus cher que son salaire mensuel, dont le regard glaçait les gens et dont l'arrogance était légendaire, même parmi le personnel. Elle leva à peine les yeux lorsqu'il passa devant elle, vêtu de son manteau de créateur, son téléphone collé à l'oreille, hurlant des ordres à quelqu'un à l'étranger. Il ne la regarda pas, ne s'arrêta pas. C'était comme si elle n'existait pas. Mais le destin, cruel et créateur, en avait décidé autrement. L'homme qui la reconnaissait à peine allait bientôt se retrouver coincé avec elle dans le seul endroit d'où ni la richesse ni le titre ne pouvaient le sauver. Chuka Nuobi n'avait jamais cru aux méthodes conventionnelles. Même ses dégustations de vin étaient spontanées et extravagantes, souvent organisées dans la cave à vin construite sur mesure, cachée sous l'aile du manoir. Cet après-midi-là, irrité par un appel d'investisseurs mal géré et à un coup de pub raté, il s'est précipité dans la cave à la recherche de son bien le plus précieux, un merlot italien vieilli à la perfection. Frustré, il a renversé un casier à verre, les projetant au sol dans une symphonie fracassante. Le vin rouge s'est répandu comme du sang sur le béton immaculé, s'infiltrant dans les interstices du carrelage. Il grogna, jura dans sa barbe et sortit en trombe, jetant les clés de la cave à Yuzo. Que quelqu'un nettoie ça. Sa voix trancha l'air immobile comme un coup de fouet. Yuzo s'inclina légèrement et se tourna vers les quartiers du personnel, le visage impassible, mais déjà décidé. Il n'y avait qu'une seule personne en qui il avait confiance pour nettoyer ce désordre sans autre plainte, Isioma. Lorsqu'Isioma arriva à la cave, gants de nettoyage à la main, elle s'arrêta un instant sur le seuil. L'endroit était un désastre. Des éclats de verre scintillaient comme des étoiles déchiquetées, et une forte odeur d'alcool emplissait la pièce. Elle entra pourtant sans protester, prenant son rythme de travail. Elle frotta,
essuya et ramassa soigneusement chaque éclat avec la précision de quelqu'un qui prenait plaisir à la moindre tâche. À mi-chemin du nettoyage, elle entendit des pas s'approcher, l'écho des scies de designer sur les marches de pierre. Elle se retourna et se figea. Shuka se tenait dans l'embrasure de la porte, un sourcil arqué, les yeux légèrement plissés. « Tu n'as pas encore fini ?» lança-t-il. Iseoma se redressa et répondit calmement. « Presque, monsieur. » Il ne restait plus que les coins. Il ricana. « Typique. Écarte-toi. Je vais chercher ce dont j'ai besoin moi-même. Je ne peux pas attendre toute la journée. » Elle s'écarta silencieusement, évitant son regard. Il passa devant elle comme si elle était en l'air, ouvrit brusquement une armoire et récupéra sa précieuse bouteille. Alors qu'il se retournait pour partir, sa manche s'accrocha à l'un des supports métalliques, manquant de provoquer un autre accident. « Sais-tu seulement comment ranger les choses correctement ?» ricana-t-il. Iseoma ne répondit pas. « À quoi bon ?» Yuzo trouva plus tard Iseoma assise sur un petit tabouret près de la cuisine du personnel, en train de plier tranquillement du linge. Il soupira en s'appuyant contre elle. « Iseoma, je sais que tu veux bien faire, mais tu dois arrêter d'être si proche d'Oga. Tu sais comment il est. S'il se met trop en colère un jour, ça finira mal. » Elle lui fit un doux sourire. « Je ne cherchais pas à me rapprocher de lui, Yuzo. Je faisais juste mon travail. » Yuzo fronça les sourcils. « C'est là le problème. Vous faites trop bien votre travail. Les gens comme nous ne sont pas faits pour être vus, seulement utiles. Ne les laissez pas vous remarquer plus qu'il ne le faut. » Iseoma hocha lentement la tête, comprenant plus qu'elle ne le laissait paraître. Elle avait toujours su que trouver le juste milieu entre visibilité et invisibilité était un art réservé aux riches. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le destin la précipitait au cœur d'une tempête et que cette cave à vin qu'elle avait si soigneusement récupérée allait bientôt devenir la cage qui changerait leur vie à jamais. Ce soir-là, la pluie tomba en trombes soudaines et violentes, tambourinant violemment contre les vitres comme une rébellion naturelle. Le ciel avait pris une teinte gris foncé et le vent hurlait avec une force inquiétante. À l'intérieur du manoir Nwobi, la plupart des employés avaient déjà regagné leur quartier, reconnaissant de cette soirée de repos. Mais Iseoma était resté en cuisine pour aider Kim à préparer les restes du déjeuner improvisé de Shuka. Les lumières clignotèrent une fois, deux fois, puis s'éteignirent complètement, plongeant le manoir dans le noir. Chose rare, compte tenu des générateurs de secours du domaine. Mais Storm et Lagos avaient la réputation de rendre les systèmes les plus coûteux peu fiables. Iseoma n'avait pas peur du noir, mais elle sentit un changement d'énergie en entendant la voix de Yuzo résonner dans le couloir, l'appelant avec urgence. « Iseoma !» De l'eau s'infiltre par le plafond du sous-sol. « Vite, prends une serpillière et va vérifier. Ne glisse pas. » Elle hocha la tête et s'enfuit, sachant que le sous-sol était en contrebas et facilement inondable en cas de forte pluie. Elle prit ses outils et se dirigea vers l'escalier menant à la cave, guidée par la lumière vacillante d'une lampe de poche. L'air du sous-sol était humide et sentait légèrement le liège, le moisi et le bon vin. En descendant, d'un pas prudent et régulier, elle entendit le claquement distinct de l'eau sur le sol en béton. Elle atteignit le bas et alluma de nouveau la lampe de poche, la balayant sur le sol pour révéler un mince filet d'eau s'écoulant du mur du fond. Iseoma soupira. La fuite n'était pas encore grave, mais si la pluie ne cessait pas, elle empirerait. Elle plaça un seau sous le goutte-à-goutte et se mit à nettoyer le sol. Elle était en train d'essorer la serpillière lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et se figea. Shuka se tenait là, les cheveux légèrement humides de la marche sous la pluie, une bouteille de vin dans une main et la lampe torche de son téléphone dans l'autre. Bien sûr, il marmonna en la voyant. « Ils t'ont envoyé. » Iseoma baissa respectueusement la tête et ne dit rien. « Je suis venu chercher une bouteille précise, » dit-il en la frôlant pour se diriger vers les casiers à vin. Il se pencha, vérifia les étiquettes et grogna d'agacement. L'orage faisait rage au-dessus d'eux, un grondement secouant le plafond. Soudain, la porte du sous-sol claqua avec un bruit sourd qui résonna à travers les murs. Shuka se leva et regarda vers l'escalier. « As-tu fermé la porte ?» demanda-t-il sèchement. Iseoma secoua la tête. « Non, monsieur. C'était sûrement le vent. » Il s'approcha de la porte et essaya la poignée. Il ne bougeait pas. Il tira plus fort. « Rien. Super, marmonna-t-il en secouant la poignée plus vigoureusement. « C'est verrouillé. » Iseoma posa sa serpillière, les sourcils froncés. « Il n'y a pas de poignée de ce côté-ci,
monsieur. Ça se verrouille de l'extérieur. Shuka se tourna vers elle, les yeux plissés. Quel genre de conception est-ce là? Qui construit une porte sans poignée intérieure? Elle ne répondit pas. Il se détourna en jurant à voix basse. Il fouilla dans sa poche pour trouver son téléphone, mais l'écran resta noir. Mort, murmura-t-il. Et il n'y a pas de réseau ici. Iseoma vérifia le sien, pas de signal non plus. Le poids de la prise de conscience s'installa dans la pièce comme un brouillard. Ils étaient enfermés ensemble, sans électricité, sans contact avec le monde extérieur, et les murs du manoir étaient trop épais pour qu'on entende à travers. Coincés sous des couches de marbre et de secrets, le milliardaire et la servante se faisaient face en silence, la tempête au-dessus faisant écho à celle qui allait éclater en bas. Au sous-sol, la tension montait à mesure que les minutes s'écoulaient. Shuka marchait comme un lion en cage, sa chemise parfaitement coupée lui collant au dos, submergé par la frustration. Il marmonnait des jurons dans sa barbe, lançant parfois des regards glacials vers Iseoma, comme pour la blâmer de la tempête ou de la porte défectueuse. Pendant ce temps, Iseoma restait assis sur une caisse renversée, le dos droit, les mains jointes sur les genoux. Elle l'observait en silence, non par peur, mais avec la patience de quelqu'un qui avait appris depuis longtemps que réagir à la cruauté ne faisait que l'alimenter. « Tu restes toujours assis à regarder comme ça ?» finit-il par s'exclamer, le silence devenant trop pesant pour son ego. « Vous ne réalisez pas que nous sommes piégés ?» Iseoma soutint calmement son regard. « Je le sais, monsieur. Mais faire les 100 pas n'ouvrira pas la porte. » Cela sembla l'irriter encore davantage. Il se détourna en marmonnant quelque chose à propos d'un personnel paresseux et dénué de tout sentiment d'urgence. Pourtant, Iseoma refusa de mordre à l'hameçon. Elle s'était habituée à ce qu'on la sous-estime, et son arrogance ne la surprenait pas. Elle avait vu beaucoup d'hommes comme lui, des costumes impeccables, des tempéraments irascibles et un cœur protégé par des murs d'or. Après 30 minutes supplémentaires de grognements et de tentatives infructueuses pour forcer la porte, Shuka s'affala contre le mur du fond et expira bruyamment. « Incroyable » murmura-t-il. « Un homme de mon rang enfermé dans un sous-sol avec une femme de ménage. Quelles sont les chances ?» Iseoma haussa légèrement les épaules. « Peut-être que les probabilités essaient de te dire quelque chose. » Il la regarda en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle se leva lentement, s'approcha du coin qui fuyait et ajusta le seau en dessous. « Que parfois, quelle que soit notre ascension, nous avons tous besoin des mêmes choses, un abri, de l'eau et une issue. » Ces mots flottaient dans l'air comme de l'encens, doux, parfumé, persistant. Shuka ne répondit pas, mais pour la première fois, il ne détourna pas le regard non plus. Il y avait quelque chose de troublant dans son calme, de désarmant dans sa présence. Il s'attendait à de la panique, des larmes, ou au moins à une avalanche de questions. Mais Iseoma resta calme, bienveillante même. Et cela le déstabilisait encore plus que d'être coincé. Ils passèrent l'heure suivante dans un silence gêné. Shuka finit par trouver une pile de couvertures de survie rangées dans un tiroir, et lui en lança une. Elle le remercia d'un hochement de tête. Il s'allongea sur le sol dur, utilisant une caisse de vin comme oreiller, tandis qu'Iseoma s'adossait au mur, les bras autour d'elle. Le froid commençait à s'installer, et des coups de tonnerre occasionnels leur rappelaient le chaos qui régnait au-dessus. Shuka se déplaça et murmura. « Alors, quelle est ton histoire? Tu ne te comportes pas comme la plupart des domestiques. » Iseoma hésita avant de répondre. « Il n'y a pas grand-chose à raconter. Je suis juste une fille de Yumlik qui essaie d'aider sa mère à vivre un peu plus longtemps. » Il tourna légèrement la tête. « Une mère malade? » Elle hocha la tête. « Hypertension artérielle. Nécessite des soins. Medicaments. C'est pour ça que je suis là. » Shuka resta silencieux un moment. Il fixa le plafond et finit par murmurer. La vie a un sens de l'humour tordu. Iseoma ne répondit pas. Mais quelque part entre les lumières vacillantes et les murs du sous-sol, deux inconnus entamèrent le lent et réticent processus de leur première rencontre. Le sous-sol resta plongé dans l'obscurité, la tempête extérieure ne montrant aucun signe d'apaisement. Dans sa fureur implacable, la pluie semblait déterminée à les maintenir enfermés ensemble pour des raisons qu'aucun des deux ne comprenait vraiment. Le courant n'était pas encore revenu, et leur téléphone était mort depuis longtemps. Le temps, incommensurable et impitoyable, s'étirait jusqu'à devenir abstrait. Shuka était assis dans un coin, son blazer drapé sur les épaules, le regard perdu dans le vide. Iseoma, assis à quelques pas de là,
fredonnait doucement un air que Shuka ne reconnaissait pas, mais qui l'apaisait étrangement. « Quelle est cette chanson » demanda-t-il après un long silence. Elle leva les yeux. « C'est une berceuse. Ma mère la chantait quand on n'avait rien à manger. Il disait que ça nous rassurait. Chuka Franca, less sourcils. Il ne pouvait imaginer un monde où la nourriture serait incertaine, où chanter devrait remplacer le dîner. Il avait grandi dans un milieu privilégié, choyé par des chefs privés et nourri d'assiettes plaquées or. L'espace d'un instant, la culpabilité le submergea comme un serpent dans l'herbe mouillée. « Tu as dit que ta mère était malade » dit-il doucement. « Qu'est-ce qui vous empêche de l'envoyer à l'hôpital » Iseoma sourit faiblement. « L'argent. Les vrais hôpitaux coûtent cher, monsieur. J'envoie ce que je peux, mais ce n'est jamais assez. C'est pourquoi je nettoie les toilettes des gens qui ne me voient pas. » Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement des faits. Shuka la regarda plus attentivement. « Tu m'en veux » La question était abrupte, comme si elle l'avait surpris lui-même. Iseoma cligna des yeux. « Non. Le ressentiment gaspille de l'énergie. Je préfère utiliser cette énergie pour survivre. » Cette réponse le frappa plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Son esprit se tourna vers sa propre mère, Mama Nwobi, dont l'amour était conditionné par le succès et l'image. Une femme qu'il avait élevée avec ambition, mais qu'il avait privée d'affection. Une femme qui mesurait sa valeur à l'aune des gros titres et des marges bénéficiaires. Et maintenant, dans le coin sombre de son sous-sol, était assise une femme qui n'avait rien, mais qui se tenait comme si elle était suffisante. Cela remettait en question toutes ses convictions. Au fil des heures, ils commencèrent à discuter, non par nécessité, mais par un étrange désir de combler le vide. Iseoma lui raconta des histoires de son village, des manguiers et des courses pieds nus, des rires partagés autour d'un maïs grillé. Shuka se surprit à sourire, sincèrement, pour la première fois depuis des semaines. Il a aussi partagé des fragments de son enfance, comment il a été envoyé en pensionnat en Angleterre à 9 ans, comment il en a détesté chaque seconde, comment le succès est devenu son seul langage, car c'était la seule chose que sa mère comprenait. Ils n'ont rien résolu, pas encore. Mais dans cet espace partagé, entre plafonds percés et lanternes vacillantes, ils ont commencé à démanteler les murs qui entouraient leur cœur. La tempête n'avait pas seulement éteint les lumières. Elle avait ouvert quelque chose de plus profond, de brut. Et bien qu'aucun d'eux ne le sache, le chemin de la transformation avait tranquillement commencé, avec rien d'autre qu'une inondation, un désastre vinicole et une gentillesse inattendue. Le lendemain matin, le silence du sous-sol n'était troublé que par le bruit lointain de la pluie et quelques grognements venant de l'estomac de Shuka. La faim s'était insinuée comme un voleur patient, sourde au début, mais devenant peu à peu pressante. Il n'avait pas mangé depuis le déjeuner de la veille, et cela commençait à se traduire par son agitation. Iseoma, quant à elle, se leva de son lieu de repos improvisé avec une discipline silencieuse, s'étirant avant d'examiner la pièce du regard. Elle se dirigea vers un placard à provisions verrouillé qu'elle avait remarqué la veille, utilisant un double de clé caché derrière les caisses de vin, une astuce que Yuzo lui avait apprise. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des provisions de base, de l'eau en bouteille, des crackers, des sardines et des fruits en conserve. Shuka se retourna, surpris, en déposant la nourriture devant lui. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-il, les sourcils levés. « Stockage d'urgence » répondit-elle doucement. « Au cas où, pareille situation. » Il ricana, mais prit quand même une bouteille d'eau et but à grandes gorgées. « Débrouillard » murmura-t-il. Ce n'était pas vraiment un compliment, mais ce n'était pas non plus une insulte. Ils partagèrent un repas silencieux, assis de chaque côté d'une grande caisse de vin. Iseoma mangea avec une gratitude silencieuse, habitué aux petites portions et aux choix restreints. Shuka, cependant, avait du mal à accepter la simplicité de la nourriture. Pourtant, il ne se plaignait pas. La voir grignoter tranquillement un cracker pendant qu'il se gavait lui procurait une vague honte. « Tu fais comme si c'était normal » dit-il finalement. Elle le regarda et haussa les épaules. « La faim, c'est normal chez moi. Ce qui n'est pas normal, c'est un réfrigérateur plein. » Il mâcha lentement, ses paroles pesant sur lui. C'était la PR. Première fois qu'il voyait de quelqu'un d'autre, non pas avec envie ou admiration, mais avec une sorte d'acceptation détachée. Cela le mettait mal à l'aise. Il parcourut le sous-sol du regard, notant les murs, les casiers à vin, les caisses scellées, et réalisa pour la première fois à quel point tout cela semblait ridicule. Ils étaient là,
pris au piège, entouré de luxe, de vin valant des milliers de dollars, mais sans rien de consistant à manger. Quelle blague, murmura-t-il. Un milliardaire, affamé, avec une bonne. Mais Isioma se contenta de sourire. L'argent ne nourrit pas quand on est isolé du monde. Parfois, il faut plus que de l'argent pour survivre. Shuka la regarda, essayant de la déchiffrer. Elle était différente. Trop calme. Trop posée pour quelqu'un dans sa position. Ses paroles n'étaient pas teintées d'amertume ou de colère. Elles étaient le fruit de l'expérience, de la connaissance du terrain et de l'apprentissage de la maîtrise de la chute. Il l'observa attentivement tandis qu'elle nettoyait les restes de leur modeste petit-déjeuner, utilisant des lingettes humides et remballant soigneusement les restes. « Comment fais-tu pour rester aussi calme » demanda-t-il, sincèrement curieux. Elle marqua une pause, réfléchissant. « Parce que la panique fait perdre du temps. J'ai appris cela à la mort de mon père. Nous n'avions plus personne. Juste moi, ma mère et des dettes. J'ai appris à rester calme pour ne pas me noyer. » Shuka cligna des yeux, stupéfait par cette honnêteté brute. Pour un homme entouré de béni-oui-oui et de conversations superficielles, la franchise d'Isioma était déconcertante. Et pourtant, étrangement réconfortant. En la regardant se réinstaller près de la lanterne vacillante, il se surprit à s'interroger pour la première fois, non pas sur la bourse ou le prochain agrandissement de l'hôtel, mais sur l'identité réelle de cette femme. À mesure que les heures s'écoulaient, le silence devenait moins gênant et plus agréable. Shuka était assis en tailleur sur le sol en béton, le dos appuyé contre un casier à vin, tandis qu'Isioma triait à nouveau les conserves. La tempête avait ralenti, mais personne n'était venu les chercher. Le manoir restait sinistrement silencieux au-dessus, et tous deux savaient qu'il faudrait peut-être attendre encore un jour avant que quelqu'un ne remarque leur absence. Shuka avait cessé de consulter son téléphone. L'écran éteint trahissait sa dépendance au pouvoir, au contrôle et aux connexions. Il regarda à travers la pièce et se retrouva à fixer, non pas son uniforme ou son poste, mais elle. Son visage était calme mais alerte, ses mouvements précis. Elle ne se tenait pas comme une servante, mais comme une femme qui n'avait rien à prouver. « Dis-moi quelque chose » dit-il d'une voix plus douce. « Si tu avais tout l'argent du monde, que ferais-tu » Isioma le regarda pensivement avant de répondre. « Je construirais un hôpital à Yumulik. Engages de Medicines Honits. Offrez-leur la gratuité pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Chuka Hausa less sourcils. Pas un manoir, une voiture de luxe. » Elle secoua la tête avec un léger sourire. Ça ne garderait pas ma mère en vie. Ça lui fit l'effet d'une gifle. Sa clarté, son objectif. Cela le rendait honteux. Il avait passé des années à bâtir sa richesse, à la brandir comme une épée, à conquérir des industries. Mais pourquoi faire? Un portefeuille? Un style de vie? Pendant ce temps, il y avait une femme qui récurait ses sols et rêvait de sauver des vies. Il se pencha en avant, sincèrement curieux maintenant. Et toi? Au-delà de l'hôpital, que veux-tu? Elle hésita. Personne ne lui avait demandé ça depuis des années. Je veux la paix. Un petit chez moi. Un jardin. Peut-être des enfants, un jour. Mais surtout, je veux la paix. Sa voix trembla légèrement à ce dernier mot, et il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. La froideur qu'il portait comme une armure se fissura légèrement. C'est rare, murmura-t-il. Et précieux. Pour la première fois, leurs regards se croisèrent et se soutinrent, non pas comme ceux d'un patron et d'un serviteur, ni comme ceux d'un riche et d'un pauvre, mais comme ceux de deux âmes à la dérive dans une tempête inattendue. Il rit soudain, le son résonnant sur les murs de béton. « Tu sais, dit-il, je n'ai pas ri depuis des mois. Pas comme ça. Frenchman. » Elle pencha la tête. Alors peut-être que ce sous-sol n'est pas si terrible. Ils commencèrent à parler plus librement après ça, de musique, de nourriture, de bêtises d'enfance. Shuka a avoué s'être enfui un jour du pensionnat et s'être retrouvé dans un parking d'Ibadan parce qu'il détestait porter l'uniforme. Isioma a ri, sincèrement, pour la première fois depuis qu'ils avaient été piégés. C'était comme de l'eau après la sécheresse, rafraîchissante, pleine de vie. Ils jouaient aux mots, se taquinaient gentiment et essayaient même de deviner quel membre du personnel viendrait les chercher en premier. Dépouillés de leurs titres, ils n'étaient plus que deux personnes essayant de survivre. Et quelque chose de beau s'est épanoui dans ce sous-sol, pas une romance pour l'instant, mais la graine d'impossible. La reconnaissance qu'ils n'étaient pas si différents, après tout, que le destin les avait peut-être enfermés ensemble pour une raison.
Aucun des deux ne l'avoua à voix haute, mais cette pensée persista, douce et lente. L'orage était toujours là, mais à l'intérieur, une douce chaleur commençait à s'installer. La nuit s'installa à nouveau, et avec elle des ombres longues et informes, vacillant sur les murs de pierre à chaque mouvement de leur lampe de secours. Shuka était allongé sur un carton aplati, les yeux mi-clos, lorsqu'un bruit le fit sursauter. Un bruit sec et frénétique, rapide, frénétique. Izioma se figea à son tour, tendant instinctivement la main. « Tu as entendu ça » demanda Shuka, les yeux écarquillés. Un autre mouvement de tête, plus proche maintenant. Puis un couinement. « C'est un rat » confirma calmement Izioma. Probablement entré par le drain. Shuka se leva aussitôt, époussetant une poussière imaginaire sur sa chemise. « Un rat ? Non, non, non. Absolument pas. » Oh ? Sa voix s'éleva, paniquée, et il recula d'un bond lorsqu'un petit objet traversa la pièce. Izioma se mordit la lèvre, réprimant un rire. « Tu as peur des rats » la taquina-t-elle, les yeux pétillants. « Ils cherchent juste de la nourriture. Comme nous. » Il lui lança un regard horrifié. « Je possède des hôtels dans 5 pays, mais je ne peux pas partager l'espace avec des rongeurs. » Elle rit cette fois, d'un rire libre et musical. « Eh bien, monsieur, ce soir, on n'a pas vraiment le choix. » Shuka remonta sa couverture et se percha sur une caisse de vin comme un trône, essayant de ne pas toucher le sol. « Tu prends trop de plaisir, » grommela-t-il en la regardant tendre un piège improvisé avec des restes d'huile de sardine et un seau renversé. « Tu es débrouillard et intrépide. »« Super. » Elle lui sourit. « On apprend beaucoup en grandissant dans des endroits où la survie n'est pas un jeu, mais une nécessité. » Ces paroles n'étaient pas censées blesser, mais Shuka les ressentait profondément. Il avait l'habitude de contrôler chaque pièce, chaque réunion du conseil d'administration, chaque conversation. Mais là, il était impuissant. Et elle, avec sa manière calme et compétente, menait la danse. Bizarrement, il ne s'en offusqua pas. Au contraire, c'était apaisant. Pour une fois, il n'était pas aux commandes. Et c'était étrangement libérateur. Le rat ne revint pas cette nuit-là, peut-être effrayé par l'activité humaine. Shuka finit par se détendre, allongé sur un oreiller en tissu plié. « Si on ne sort pas d'ici demain matin, dit-il, je te dois un dîner. Loin des caves et des rongeurs. Isiomaret. Je le croirai quand je le verrai. » Le sommeil vint lentement. Shuka s'endormit le premier, sa respiration devenant régulière. Izioma resta éveillée un peu plus longtemps, regardant les ombres danser au plafond. Elle n'avait pas peur, mais elle n'était pas non plus tout à fait en paix. Quelque chose était en train de changer, et elle le sentait. Elle jeta un coup d'œil à Shuka, qui marmonnait maintenant doucement dans son sommeil, ses traits moins marqués, plus humains. Il paraissait plus jeune et endormi, moins accablé, moins sur ses gardes. Elle sentit une tension inhabituelle dans sa poitrine, ni de la pitié, ni de l'admiration, mais quelque chose de plus doux. Elle se laissa aller en arrière, la tête contre le mur, son corps maintenant contre le sien pour se réchauffer. Aucun d'eux ne remarqua qu'ils avaient bougé pendant la nuit, mais à l'aube, leurs épaules se touchaient, leur respiration était synchronisée et leur monde était un peu plus proche qu'avant. Ce n'est qu'après l'aube que Yuzo réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas. Il avait frappé à la porte de la chambre de Shuka pour lui transmettre un message du conseil d'administration, mais n'avait reçu aucune réponse. Ce n'était pas étrange en soi, sauf que Shuka n'était pas venu dîner la veille, et qu'Izioma n'était pas non plus retourné à ses quartiers. Une pointe d'anxiété s'était emparée de Yuzo tandis qu'il vérifiait auprès des agents de sécurité, du personnel de cuisine, et même visionnait les images de vidéosurveillance pour finalement réaliser que le dernier endroit où Shuka avait été vu était le couloir menant au sous-sol. L'alarme se déclencha aussitôt. Yuzo attrapa une lampe de poche et se précipita vers la lourde porte du sous-sol, Nkem juste derrière lui. « Tu ne réfléchis pas » murmura-t-elle. « Ne dis rien » coupa Yuzo. Ils atteignirent la porte et remarquèrent immédiatement quelque chose d'étrange. Le verrou était bloqué, des traces d'eau coulaient sur les murs et le panneau électrique près de l'escalier était en court-circuit. Yuzo appela l'homme d'entretien. Ensemble, ils travaillèrent pendant plusieurs minutes à forcer la porte. Lorsqu'elle se libéra enfin, l'air vicié du sous-sol les saisit, et 2 visages surpris clignèrent des yeux depuis l'intérieur. Shuka et Izioma étaient blottis l'un contre l'autre, une fine couverture partagée entre eux. Leurs yeux s'habituèrent rapidement à la lumière intense de la porte ouverte, et pendant un instant, personne ne dit mot.
Shuka fut le premier à se lever, époussetant sa chemise et clignant des yeux comme un homme sortant d'un rêve étrange. Iseoma se leva également, calme, mais recula instinctivement pour laisser la parole à son supérieur. On s'est enfermé, dit simplement Shuka, frôlant tout le monde et montant l'escalier sans un mot. Yuzo jeta un regard inquiet à Iseoma, mais elle hocha la tête et la suivit. Dès qu'ils sortirent du sous-sol, la maisonnée explosa de murmures. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Depuis combien de temps étaient-ils là? Seuls? Ensemble? Les rumeurs déformaient les faits, exagérant les regards, les gestes et les silences. À midi, un agent de sécurité avait divulgué l'histoire à un blog de potins, accompagné d'une vidéo de surveillance granuleuse montrant Shuka entrant dans le sous-sol avec une lampe torche. En quelques heures, l'affaire a fait le tour des réseaux sociaux. Le patron milliardaire et sa femme de chambre ont passé la nuit ensemble, selon certaines sources, et la tension a jailli. Lorsque Momo-obi est arrivé au manoir plus tard dans la soirée, son regard était perçant et sa bouche plus serrée qu'un poing fermé. Le scandale lui était parvenu par l'intermédiaire des mondains, et sa fureur était à peine dissimulée sous son sang-froid royal. Elle fit irruption dans le bureau de Shuka, où il lisait ses emails. « Explique-moi cette folie, lança-t-elle. Toi et une femme de ménage, tu te rends compte des dégâts que ça peut causer à notre réputation ?» Shuka ne leva pas les yeux. Il n'y a rien à expliquer. On était piégés. C'est tout. Mais Momo-obi n'était pas satisfait. Les gens disent des choses. Les gros titres, Shuka. Et elle, cette fille, on la dépeint comme une victime de votre insouciance. Comprenez-vous l'impact que cela a sur le nom de Momo-obi? Il ferma lentement son ordinateur portable. Alors peut-être devrait-il la considérer comme un être humain, et non comme une rumeur. Momo-obi Seraidit. Tu la défends? Son regard croisa le sien, calme mais résolu. Je dis la vérité. À cet instant, un changement subtil se produisit. Shuka ne faisait pas que réagir. Il commençait à remettre en question les fondements même du monde dans lequel il avait grandi. Malgré la tempête de rumeurs et de spéculations qui régnait au manoir, Shuka reprit ses habitudes avec une distance froide et calculée. Il donnait des instructions à Kurt lors des réunions, saluait à peine le personnel de maison, et surtout, évitait complètement Iseoma. C'était comme si l'incident du sous-sol n'avait jamais eu lieu. Les murs étaient de nouveau dressés, plus haut que jamais. La douce vulnérabilité dont il avait fait preuve dans l'obscurité avait disparu sous un professionnalisme glacial. Iseoma remarqua immédiatement le changement. Il ne la regardait plus, ne lui parlait plus directement et la croisait dans les couloirs comme si elle était redevenue invisible. L'étrange intimité qu'ils avaient partagée dans cet espace confiné semblait être le fruit de son imagination. Mais elle ne se laissa pas abattre. Elle reprit ses fonctions, la tête haute, les lèvres scellées. Pourtant, elle ne pouvait nier la douleur dans sa poitrine, la façon dont son cœur se serrait en se rappelant leurs conversations, leurs rires et leurs silences partagés. Et maintenant, plus rien. Comme si cela n'avait jamais eu d'importance. Le personnel, cependant, avait beaucoup à dire. Des conversations chuchotées la suivaient partout. Kim faisait de son mieux pour les faire taire, lançant des regards noirs à quiconque osait parler trop fort. « Concentre-toi sur ton travail, pas sur ses affaires », sifflait-elle à la blanchisseuse un après-midi. Mais même Kim ne pouvait protéger Iseoma des flèches invisibles du jugement. La nuit, Iseoma restait éveillée, les yeux fixés sur le plafond de sa petite chambre, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Était-elle stupide de lui avoir fait confiance? Ne serait-ce qu'un instant? Était-ce un jeu pour lui? Un soir, alors qu'elle lavait les portes vitrées du manoir, elle aperçut Shuka dehors, seul près de la fontaine du jardin, le regard perdu au loin. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Puis il détourna le regard. La douleur fut plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Mais tout le monde ne resta pas silencieux. Un matin, alors que Shuka traversait la cuisine pour se rendre à une réunion, Kim le coinça sans prévenir. « Tu crois pouvoir faire comme si de rien n'était », dit-elle en se plaçant droit sur son chemin. Il haussa un sourcil. « Pardon ?» Elle ne broncha pas. Iseoma n'a pas dit un mot. Pas une plainte. Pas une larme. Mais je la vois. Je vois comment elle regarde le sol maintenant. Comme elle marche plus silencieusement qu'avant. Et toi, tu fais comme si elle était de retour. Shuka serra las dents. Ça ne te regarde pas. Kim croisa les bras. Tu es tort. C'est vrai. Parce que ce n'est pas juste une bonne que tu aurais oubliée. Tu lui as parlé là-bas.
Two is ri. Elle a compté l'espace d'un instant. Ne gâche pas ça juste parce que le monde entier te regarde. Shuka ne répondit pas. Il la dépassa et sortit. Mais ses paroles le suivirent comme une ombre, persistant plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Les rumeurs ne s'apaisèrent pas, elles s'intensifièrent. Les réseaux sociaux ont spéculé sur une liaison secrète. Les tabloïds ont raconté des histoires insensées sur le milliardaire qui était tombé amoureux de sa femme de chambre. Certains médias ont dépeint Iseoma comme une chercheuse d'or, d'autres l'ont louée comme une humble héroïne de circonstance. Pour Iseoma, l'attention était insupportable. Sa vie paisible avait été démantelée et décortiquée par des inconnus. Des paparazzis avaient même tenté de s'infiltrer dans la propriété pour la prendre en photo. Pendant ce temps, Shuka était convoqué à une réunion d'urgence du conseil d'administration. Les investisseurs étaient inquiets. Les dirigeants murmuraient. L'équipe de relations publiques de la famille a exhorté à limiter les dégâts. Prenez vos distances, a-t-elle conseillé. Publiez une déclaration. Il a précisé que rien ne s'était passé. Mais lorsque Shuka est entré dans la salle de réunion et a vu le diaporama à l'écran, des images granuleuses de lui et d'Iseoma blottis l'un contre l'autre au sous-sol, quelque chose en lui a craqué. Il s'est placé en bout de table et a déclaré « Il n'y aura pas de déclaration. Aucune excuse. Nous étions enfermés. Elle n'a rien fait de mal. Et je ne laisserai personne salir son nom juste pour protéger le mien. » Le silence se fit dans la salle. L'un des actionnaires, un homme d'un certain âge doté d'une longue mémoire, dit « Cela me paraît personnel, Shuka. » Shuka se redressa. Ça devint personnel à l'instant où vous pensiez tous que la dignité d'une pauvre femme pouvait être sacrifiée pour sauver la face. Quelques murmures parcoururent la salle. Un autre membre du conseil demanda prudemment « Alors, vous dites qu'il y a quelque chose entre vous ?» Shuka ne répondit pas. Pas directement. Mais son silence en disait long. La réunion s'est terminée par des hochements de tête nerveux et des poignées de main gênées. Shuka a quitté le bâtiment avec la certitude d'avoir bouleversé les attentes, mais il se sentait aussi étrangement plus léger. Il l'avait défendue. Non pas parce qu'il était amoureux. Pas encore. Mais parce qu'elle le méritait. De retour au manoir, Iseoma ignorait l'incendie qu'il avait traversé pour elle. Elle continua ses tâches, la tête basse. Ce soir-là, elle entendit deux camarades discuter près du placard à linge. On dit qu'elle l'a séduit, murmura l'un. Imagines son artist. L'autre rigola. Ou peut-être s'ennuie-t-il simplement. Iseoma passa devant eux sans dire un mot, le cœur lourd. Mais avant d'atteindre le couloir, Yuzo l'a pris à part. Il a pris ta défense aujourd'hui, dit doucement le vieux majordome. Au conseil, il a défendu ton nom. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Pourquoi? Yuzo sourit faiblement. Je crois que tu as touché quelque chose en lui dont il ignorait l'existence. Iseoma ne répondit pas. Mais dans le silence de son âme, l'espoir s'éveilla, fragile, discret, mais indéniablement réel. La décision survint rapidement, telle une lame fendant l'air calme. Maman Obi convoqua Iseoma dans son salon privé, une pièce élégante ornée de lustres anciens et de tapis persans destinés à impressionner, non à réconforter. Iseoma se tenait à la porte, le dos droit, les mains jointes. Maman Obi était assise sur une chaise à haut dossier, les jambes croisées, les lèvres pincées de dégoût. « Tu es devenu une distraction, » dit-elle clairement, sans préambule. Cette maison n'est pas le lieu où des camarades ordinaires se complaisent dans le scandale. Le cœur d'Iseoma battait fort, mais elle ne dit rien. Maman Obi continua. Tu as rempli ta mission. Je veillerai à ce que tu sois rémunéré équitablement. Mais tu feras tes bagages et tu seras parti à la tombée de la nuit. Sa voix était froide, répétée, calculée. Il ne s'agissait pas seulement de bienséance. Il s'agissait de pouvoir. Contrôle. Préservation de l'héritage. Iseoma ouvrit la bouche pour parler, mais la referma. Elle ne pouvait rien dire qui puisse changer l'issue. La femme qui l'avait précédée avait pris sa décision, non pas sur la base de la vérité, mais par peur de ce qu'une pauvre fille pouvait inspirer à son fils. La nouvelle se répandit rapidement dans la maison. Nkem s'est précipité dans la buanderie dès qu'elle a entendu celle. Ah, claquant un pas, elle est folle. Cette femme est folle, a-t-elle sifflé. Yuzo tenta de la calmer en posant doucement une main sur son épaule. On savait que ça allait arriver, dit-il doucement. Madame ne laisserait jamais une servante devenir un symbole de défiance sous son toit. Iseoma se tenait silencieuse à côté d'eux,
ses affaires déjà pliées dans une valise usée. « Tout va bien, dit-elle d'une voix ferme. Il était peut-être temps, de toute façon. Mais ses yeux la trahirent. Ils étaient voilés par la douleur, non seulement à cause du coup de feu, mais aussi à cause du silence qui suivit. Shuka n'avait pas dit un mot. Aucune défense. Aucune confrontation. Rien. Pas même au revoir. C'est cet effacement silencieux qui la brisa le plus. Alors qu'elle sortait du manoir pour la dernière fois, le poids des murs derrière elle sembla peser sur son dos. Elle n'a pas pleuré jusqu'à ce qu'elle monte dans le bus qui l'emmènerait dans la banlieue de Lagos, où son cousin l'attendait. C'est alors que les larmes ont coulé, silencieuses, abondantes et incessantes. Shuka l'a appris par Yuzo ce soir-là. Il était descendu demander un rapport sur une livraison prévue lorsqu'Yuzo lui annonça la nouvelle. Elle est partie, dit simplement le majordome. Madame l'a congédiée ce matin. Shuka se figea, sa tasse de café à mi-chemin entre ses lèvres. Quoi? Yuzo hocha la tête. Elle ne luttait pas. Elle venait de faire ses valises et de partir. Pour la première fois depuis des semaines, Shuka ressentit une douleur sourde dans la poitrine. Pas seulement de la culpabilité, mais quelque chose de plus profond, la perte. Il essaya de faire comme si de rien n'était, de se plonger dans les réunions et les contrats, mais l'absence d'Iseoma résonnait dans chaque couloir. La maison semblait plus froide, plus vide. Le personnel s'agitait avec tension, comme s'il attendait une nouvelle chute. Il avait laissé faire. Il était resté silencieux quand cela comptait. Et maintenant, elle avait disparu, non seulement de sa maison, mais de l'espace qu'elle avait creusé dans son cœur si précieux. Et malgré tout, il n'était pas sûr de mériter une autre chance. Les jours qui suivirent furent longs et décousus. Shuka essaya de reprendre ses habitudes. Il organisait des réunions du conseil d'administration, examinait des rapports et supervisait l'inauguration d'une nouvelle aile de l'hôtel, mais rien ne semblait pareil. Chaque gorgée de son vin coûteux lui rappelait la nuit où il avait partagé des crackers rassis avec Iseoma au sous-sol. Chaque recoin du manoir résonnait du fantôme de sa présence silencieuse. Elle lui manquait, plus qu'il ne voulait l'admettre. Mais pire encore, c'était le poids de ce qu'il n'avait pas fait. Il ne l'avait pas défendu. Il ne l'avait pas protégé. Il avait laissé sa mère l'effacer sans résistance. Un après-midi, dans un moment de lucidité, il se surprit à composer le numéro de Yuzo. « Sais-tu où elle est allée » demanda-t-il doucement. Yuzo hésita avant de répondre. Une cousine d'Ikora, si, mais ce n'est que temporaire. Son village, Yumulik, est là où se trouve son cœur. C'était tout ce dont Shuka avait besoin. Il n'a révélé son plan à personne. Il a simplement préparé un petit sac, laissé un message concis au bureau et quitté Lagos pour la première fois depuis des années. Yumulik était à des années-lumière de Banana Island. Les routes étaient étroites et sinueuses, bordées d'une épaisse brousse et de huttes éparses. Les enfants couraient pieds nus sur les sentiers poussiéreux, et les femmes, assises sur les vérandas, épluchaient des ignames et fredonnaient des chansons d'autrefois. Shuka arriva en fin d'après-midi, sa voiture attirant des regards curieux. Il s'arrêta à la clinique locale pour prendre des nouvelles d'Iseoma, et on lui indiqua une modeste propriété avec un portail en bois et des manguiers se balançant paresseusement au vent. Il la trouva là, penchée sur un petit jardin, les mains enfoncées dans la terre. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit, son visage changea, non pas de joie ou de soulagement, mais de confusion. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Je suis venu te trouver, dit-il honnêtement. Pour t'expliquer. Pour te demander pardon. » Elle plissa les yeux. « Tu les as laissés me jeter dehors. » To him as regard disparator. Sa gorge s'est serrée. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis figé. Je t'ai trahi. Ils restèrent un long moment silencieux, le vent emportant entre eux l'odeur de la terre humide. Finalement, Iseoma prit la parole. « Pourquoi es-tu vraiment là, Shuka » Sa voix était plus douce, moins aiguë. Il expira. « Parce que je n'ai pas dormi depuis ton départ. Parce que la maison ne ressemble plus à un foyer sans toi. Parce que quelque chose a bougé dans ce sous-sol et que je n'ai pas pu redevenir l'homme que j'étais avant. » Son expression restait indéchiffrable. Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Ma vie n'est pas ton histoire de rédemption. Il hocha lentement la tête. Je sais, mais peut-être, juste peut-être, tu fais partie de moi. Cela a fait craquer quelque chose en elle, même si elle a essayé de ne pas le montrer. Elle se détourna et murmura. Je ne sais pas si je pourrai à nouveau te faire confiance. Il fit un pas prudent en avant.
Alors laisse-moi le mériter. Laisse-moi rester. Laisse-moi voir à quoi ressemble ton monde. Et pour des raisons qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer, elle n'a pas dit non. Shuka Nwobi, le milliardaire magnate de l'hôtellerie, élégant dans ses costumes de créateur et habitué au majordome, devint presque méconnaissable dans les jours qui suivirent. Il se changea en vêtements locaux, dormit sur un matelas posé à même le sol et se lavait à l'eau froide d'un pot en terre cuite. Il suivit Isioma à la ferme au petit matin, trébuchant derrière elle tandis qu'elle lui apprenait à creuser des tranchées pour les semis d'igname et à chasser les chèvres des champs de maïs. Au début, les villageois restèrent bouche bée. Certains rirent même. Mais avec le temps, ils finirent par accepter l'étrange homme de Lagos qui suivait Isioma comme un étudiant en mal d'amour. Il travaillait dur, mangeait avec ses mains, puisait de l'eau au ruisseau et participait même à la réparation du toit brisé de la clinique. Shuka, dépouillé de ses richesses et de ses prétentions, commença à voir la vie à travers ses yeux. Et cette transformation n'était pas forcée, elle était libératrice. Il n'avait plus le contrôle, et curieusement, cela lui procurait une certaine sérénité. Isioma restait prudente, mais elle ne pouvait nier le changement qui s'était opéré en lui. Il ne se plaignait pas, n'affichait pas son passé et ne la traitait pas comme si elle lui était inférieure. Il posait des questions, écoutait attentivement, et lorsqu'il riait maintenant, ce n'était plus le rire poli et répété des salles de réunion. C'était sincère. Un après-midi, alors qu'il revenait de la ferme, couvert de sueur et de poussière, il la regarda et lui dit « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Elle s'arrêta de marcher. « Tu crois ?» répondit-elle, amusée. Il sourit. « Non, je sais. » Elle sourit, mais ne répondit pas. Pour elle, l'amour ne se déclarait pas dans des moments de douceur. Le temps l'a prouvé. Pourtant, elle a admis que quelque chose avait changé dans son cœur. Elle se surprit à attendre ses pas, à rire plus souvent et à oublier la douleur qu'il lui avait causée. Peu à peu, elle l'a laissé entrer, non seulement dans son monde, mais aussi dans son cœur. Le 10e jour à Yumlik, Shuka a reçu un appel de son assistante le suppliant de revenir. Les investisseurs commencent à s'inquiéter. Momo-obi est furieux. Ils veulent des réponses. Il se tenait à côté d'Isioma dans le jardin, son téléphone toujours collé à l'oreille. « Tu vas y retourner ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. « Oui, mais je n'y vais pas seul. » Elle haussa un sourcil. « Tu prends les plans d'igname ?» Il rit. « Non, je veux t'emmener. » Son sourire s'estompa. « Shuka, Lagos est ton monde. Pas le mien. » Il s'approcha. « Alors faisons le nôtre. Je ne veux plus te cacher. Je veux qu'il te voie, t'entende, te respecte. » Elle le regarda longuement, puis finit par dire « Seulement si on revient à mes conditions. » Il hocha la tête. « À toi. Toujours. » Et ainsi, ensemble, ils firent leurs valises, non seulement pour un retour en ville, mais pour un retour à un destin désormais lié d'une manière qu'aucun des deux n'avait anticipé. Le silence paisible du village de Yumlik fut brisé lorsqu'un convoi de SUV noirs dévala le chemin poussiéreux tel des nuages d'orage engloutissant le soleil. Les villageois marquèrent une pause, les enfants accourant vers le bord de la route, émerveillés, et les anciens plissant les yeux sous leurs pagnes. Mama Nwobi sortit du véhicule de tête, sa robe fluide en dentelle bleue aussi raide que son allure. Derrière elle, assistants et gardes du corps l'éventaient et se dépêchaient de la suivre tandis qu'elle avançait avec une fureur calculée vers la maison d'Isioma. Elle ne frappa pas. Elle ne salua pas. Elle poussa simplement le portail en bois et entra en trombe, sa voix tranchant le silence comme une machette. « Shuka, hurla-t-il, as-tu perdu la raison ?» Dans la petite cour, Shuka se tenait là où il aidait un vieil homme à égrener du maïs. Isioma sortit de la cuisine en s'essuyant les mains avec une serviette. Le visage de Mama Nwobi exprimait un mélange d'incrédulité, de rage et d'une fierté profondément enracinée, meurtrie. Elle se tourna brusquement vers Isioma, les yeux brûlants. « Toi, c'est de ta faute. Tu as ensorcelé mon fils, tu l'as traîné dans cet endroit reculé comme un prisonnier. » La mâchoire d'Isioma se serra, mais elle garda le silence. Shuka s'avança. « Arrête, maman, dit-il d'une voix ferme. Tu te fais honte. » La tête de Maman Nwobi se tourna brusquement vers lui. « Pardon, je t'ai élevé pour diriger, pas pour fraterniser avec les paysans. » Il a fait un pas de plus. « Et que m'a apporté ce leadership? Le vide. Parapex. Isioma m'a donné plus en 2 semaines que tout ton entourage m'en a donné depuis des années. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Tu es sérieux? » murmura-t-elle.
Tu gâches tout pour une bonne. Son expression était calme, mais inébranlable. Non, je me réapproprie tout. Parce que pour la première fois, je ne joue pour personne. Je vis, tout simplement. Le silence qui suivit était lourd de sens. Le cœur d'Iseoma battait la chamade, hésitant entre pleurer et fuir. Les lèvres de Mama Nwobi se retroussèrent avec dédain. Tu vas le regretter. Elle fit demi-tour et sortit sans un mot, son convoi s'éloignant en silence tandis que tout le village assistait au drame tel un film de Nollywood. Plus tard dans la nuit, les étoiles brillaient lourdement dans le ciel, et l'air était frais, annonçant la pluie. Shuka et Iseoma étaient assis sous le manguier de son jardin, tous deux épuisés par les événements de la journée. Elle se tourna vers lui, la voix hésitante. « Tu n'avais pas besoin de me défendre comme ça. » Il la regarda, les yeux doux. « Je ne te défendais pas, Iseoma. Je nous défendais. J'avais besoin qu'elle le voie. » Elle soupira. « Elle ne s'arrêtera pas. Tu le sais. » Il hocha la tête. « Laisse-la essayer. Je n'ai plus peur, et j'en ai assez de vivre selon les conditions des autres. » Elle le calma doucement, ne croyant toujours pas qu'il s'agissait du même homme pour qui elle avait autrefois épongé du vin en silence. « Alors, il faut être malin, dit-elle, car Lagos n'est pas humulique, et ton monde ne m'accueillera pas à bras ouverts. » Il sourit et lui tendit la main. « Alors, retournons leur apprendre à les ouvrir. » Pour la première fois, il ne se contentait plus de survivre, il se préparait à l'ascension. Le retour à Lagos fut théâtral. Les réseaux sociaux se sont enflammés dès que le SUV familier de Shuka a été aperçu entrant sur Banana Island, sauf que cette fois, Iseoma était sur le siège passager. Ils ne se sont pas cachés. Ils ne se sont pas faufilés. Ils sont arrivés avec audace, se tenant la main, franchissant les portes du manoir Nwobi, désormais transformé d'un lieu de silence en un champ de bataille de la vérité. Le personnel observait la scène dans un silence stupéfait. Nkem fut la première à bouger, se précipitant pour serrer Iseoma dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu es revenu, murmura-t-elle. Tu ne les as pas laissés gagner. Iseoma Surit. Je suis revenu parce que je l'ai choisi, pas parce qu'ils m'ont laissé faire. » Le lendemain, Shuka réunit les cadres supérieurs et annonça son retour à ses fonctions, suivi d'une déclaration subtile mais percutante. Mademoiselle Iseoma Okek n'est pas seulement une ancienne employée. Elle fait désormais partie de cette famille, à mes côtés. Traitez-la comme il se doit. Le choc qui a parcouru la salle était palpable, mais personne n'a osé protester, surtout pas face à la manière dont il l'a dit. Les médias se sont emballés. Les gros titres ont crié « Le milliardaire Shuka Nwobi est de retour avec son ancienne femme de ménage comme partenaire ». Certains se moquaient de lui, d'autres le qualifiaient de révolutionnaire amoureux. Les mondains colportaient des ragots, les alliés des entreprises chuchotaient, et les membres du conseil d'administration observaient la situation avec prudence. Dans une interview exclusive, Shuka a abordé le sujet sans détour. « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé ce que signifie vivre. Elle m'a appris plus en 10 jours que le monde des affaires en 10 ans. Je ne m'excuserai pas d'avoir préféré l'amour aux apparences. » La réaction fut brutale. Les invitations furent révoquées. Les contrats furent menacés. Mais pour chaque critique, il y avait une centaine de partisans silencieux qui admiraient le courage de briser les barrières sociales. Et malgré tout, Iseoma n'a jamais perdu pied. Elle marchait aux côtés de Shuka avec grâce, sans s'excuser ni se vanter. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si elle se sentait dépassée, elle a répondu que non. Le monde pourrait être choqué. Mais je sais qui je suis depuis longtemps. Pourtant, la transition n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute, lorsque des murmures les ont suivis dans les restaurants, lorsque les investisseurs ont remis en question le jugement de Shuka, lorsque le silence de Mama Nwobi a résonné plus fort que les insultes. Mais ils ont persévéré, renforçant leurs liens dans des espaces calmes. Shuka encouragea Iseoma à rêver au-delà des limites qu'elle avait connues. Il lui montra des modèles économiques, lui offrit des livres et la présenta à des gens qui se fichaient de son passé. « Tu mérites mieux que la survie, lui dit-il un soir. Vous méritez de prospérer. » Ce n'était plus une question d'image, c'était une question de partenariat. Amour. Possibilité. Et tandis qu'Iseoma se tenait devant un groupe de journalistes lors d'un événement et prononçait calmement un bref discours sur la persévérance et la dignité, tout le monde comprit que cette femme n'était pas seulement une femme de ménage chanceuse. C'était une femme qui avait réussi. Les portes du savoir s'ouvraient lentement, mais sûrement. Avec le soutien de Shuka,
Iseoma s'inscrivit dans l'une des meilleures écoles de commerce de Lagos, un programme de formation pour cadres conçu pour les entrepreneurs en herbe. La première semaine fut terrifiante. Elle abordait des amphithéâtres remplis de gens qui parlaient avec un accent raffiné et arboraient une assurance irréprochable. Mais elle écoutait, apprenait et s'appuyait sur sa force tranquille. Ses professeurs étaient initialement sceptiques, mais il ne leur a pas fallu longtemps pour remarquer une rareté et une soif sincère de se développer. Elle posait des questions que d'autres étaient trop fiers pour poser, restait après les cours, étudiait le soir avec Nkem lisant des notes à côté d'elle, et elle devint bientôt l'une des étudiantes les plus prometteuses de la promotion. Shuka observait sa transformation avec fierté, mais n'intervenait pas. Il était présent à la fin de ses présentations, mais ne s'attribuait jamais le mérite de ses réussites. Il savait qu'elle devait progresser à sa façon. Parallèlement, leur relation s'est approfondie de manière subtile et significative. Ils partageaient leurs dimanches matins dans des cafés tranquilles, se tenaient la main lors des visites au marché et s'accordaient des moments de paix au milieu du chaos. Il n'y avait toujours pas de déclaration théâtrale, mais une certaine intimité régnait dans les silences partagés et dans la façon dont ils l'attendaient après les cours ou laissaient des mots d'encouragement dans ses cahiers. Malgré tout cela, aucun des deux n'avait prononcé ces mots à voix haute. « Je t'aime ». Ils l'ont contourné, l'ont suggéré, mais tous deux semblaient craindre de franchir ce seuil. Isioma, en particulier, avait du mal à le supporter. L'amour, pour elle, avait toujours semblé un luxe réservé aux autres. Mais maintenant, il se tenait devant elle, patient et réel. Un soir, alors qu'il se promenait dans le jardin où il s'était autrefois ignoré, elle se tourna vers Shuka et lui demanda « Pourquoi moi ?» Il sourit doucement. « Parce que tu me vois. Pas ce que je possède. Pas ce que je prétends être. Juste moi. » Elle ne répondit pas, mais sa main se serra plus fort autour de la sienne. Le jour où elle termina son programme, l'école organisa une petite cérémonie. Shuka était assise au premier rang et applaudissait bruyamment en recevant son certificat. Son nom fut appelé sans titre, juste Isioma Okeke. Mais elle marchait plus haut que n'importe quelle héritière. Après cela, ils restèrent dehors, entourés de fleurs et de félicitations. Elle le regarda, les larmes aux yeux. Je ne pensais pas y arriver. Il lui prit le visage entre ses mains. Tu as fait plus que m'y faire. Tu as prouvé que tu avais ta place dans chaque pièce où tu entrais. Son regard scruta le sien. Et maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant, dit-il lentement, nous passons à l'étape suivante. Ensemble. Elle hocha la tête. Les fondations étaient désormais solides, bâties non pas sur la pitié ou le secours, mais sur le respect et la croissance. L'amour n'était plus un risque. C'était une certitude qui n'attendait qu'à être exprimée. Le ciel nocturne était bas sur Lagos, chargé d'étoiles et imprégné du doux bourdonnement du cœur de la ville. Shuka se tenait sur le balcon de la maison, scrutant l'horizon, tandis qu'Isioma était recroquevillé au bord de la chaise longue, son carnet ouvert mais intact. Une douce brise dansait autour d'eux, apportant le léger parfum de jasmin du jardin. Ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis la cérémonie de remise des diplômes, tous deux naviguant dans la tension tacite qui couvait désormais entre eux. Ce n'était plus de la peur, ni de la confusion. C'était quelque chose de plus profond. L'incertitude se noie dans la vulnérabilité. Shuka se tourna vers elle et l'observa un instant tandis qu'elle traçait distraitement des cercles sur la page. « Isioma, dit-il d'une voix plus basse que d'habitude, je voulais te dire quelque chose. Et je crois que j'ai attendu trop longtemps. » Elle leva les yeux, les sourcils légèrement froncés. Il s'approcha, son cœur battant à ses oreilles. « Je t'aime, dit-il. Pas parce que tu as été gentil avec moi dans un sous-sol. Pas parce que tu étais le seul à me voir. Mais parce qu'être à tes côtés me donne envie d'être meilleur. Pour toi. Pour nous. » Isioma le fixa, le souffle coupé. C'était une chose de ressentir cette connexion grandissante qui s'était approfondie à chaque épreuve, mais c'en était une autre de l'entendre s'exprimer à voix haute. Elle baissa les yeux un instant, essayant de se ressaisir. « Tu ne dis pas ça comme ça, Shuka, » dit-elle finalement, la voix tremble. « Lant, pas à quel quand le monde me voit encore comme ton ancienne servante. On ne peut pas aimer quelqu'un si on n'est pas prêt à le protéger. » Shuka hocha la tête. « Je sais, et je le ferai, mais j'avais besoin que tu l'entendes d'abord. Parce que même si le monde ne nous accepte jamais, je te choisis. » Chaque jour, un silence planait entre eux, comme un souffle suspendu. Lentement, elle se leva et combla la distance qui les séparait. Ses yeux croisèrent les siens,
incertain, mais empli de chaleur. Et redis-le, murmura-t-elle. Murmura-t-elle. Il sourit. Je t'aime, Isioma Okek. Elle sourit aussi, les murs de son cœur s'effondrant enfin. Et puis, sans hésitation, elle tendit la main vers lui. Leur premier baiser n'était ni fougueux ni précipité. Il était lent, tendre et empreint de toutes les émotions qu'ils avaient trop longtemps retenues. Une promesse scellée non seulement par des lèvres, mais par une histoire commune. À cet instant, le passé s'est évanoui, les divisions sociales, les malentendus, la douleur. Seule restait la vérité. Deux personnes venues de mondes différents s'étaient trouvées, non pas malgré leurs différences, mais grâce à elles. Cette nuit-là, ils ont discuté jusqu'à l'aube. Pas question d'affaires, de scandales ou de réputation. Ils parlaient d'avenir, de ce à quoi pourrait ressembler leur foyer. Et pour la première fois depuis que la porte du sous-sol s'était refermée derrière eux, Shuka et Isioma se sentaient libres, non pas parce qu'ils avaient échappé à quelque chose, mais parce qu'ils avaient trouvé une raison de rester. Les fiançailles ont été annoncées par un communiqué de presse soigneusement rédigé, élégant, sincère et dénué d'extravagance. Mais aucune grâce n'a pu endiguer la tempête qu'elles ont déclenchée. Les réseaux sociaux ont été le théâtre de débats explosifs. Certains ont loué l'audace de Shuka, la qualifiant d'histoire d'amour révolutionnaire. D'autres ont craché leur venin, accusant Isioma de manipulation, la qualifiant d'arriviste ayant piégé un milliardaire dans un sous-sol et l'ayant ensorcelé par son charme humble. La haute société était furieuse. Les invitations au gala ont cessé. Les membres du conseil d'administration ont tenté de masquer leur malaise derrière de faux sourires. De vieux amis de la famille ont appelé Mama Nwobi pour la presser d'intervenir. Mais elle aussi avait changé, même légèrement. Sans lui accorder sa pleine bénédiction, elle n'avait pas non plus interrompu l'annonce. Quelque chose dans la sincérité de leur relation avait fait taire même ses critiques les plus acerbes. Après des semaines de silence, elle appela enfin Isioma pour un rendez-vous privé. Elles se retrouvèrent dans un salon de thé discret, loin des paparazzis et des commérages. Mama Nwobi arborait son expression royale habituelle, mais son ton était étonnamment doux. « Tu l'aimes » dit-elle, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Isioma hocha la tête. « De tout mon être. » Il y eut un long silence. « Et tu n'as pas peur de ce que la vie te réserve » demanda la vieille femme. « Moi, si » répondit sincèrement Isioma. « Mais j'ai surtout peur de quitter quelque chose de réel simplement parce que c'est difficile. » Pour la première fois, Mama Nwobi la considérait non pas comme une menace, mais comme une femme résiliente, digne et déterminée. « Alors, j'espère que tu es prête, » dit-elle. « Parce qu'une fois entré dans notre monde, on ne peut plus revenir en arrière. » Isioma croisa son regard. « Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux juste entrer la tête haute. » Mama Nwobi hocha la tête une fois, puis se leva. Elle ne la prit pas dans ses bras, mais elle ne s'éloigna pas non plus en colère. C'était une trêve, pas une acceptation totale, mais le début d'une trêve. Alors que les préparatifs du mariage commençaient, Shuka et Isioma se heurtèrent à des obstacles imprévus. Menaces anonymes, manipulation des médias, amis devenus ennemis. Mais ils se soutenaient mutuellement à travers chaque tempête. Nkem, protecteur acharné, prit en charge une partie de l'organisation du mariage, déterminé à en faire une célébration de l'amour, et non un simple spectacle. Yuzo gérait la logistique avec une précision militaire. Et malgré tout cela, Isioma n'a jamais faibli. Elle a traversé les boutiques, les répétitions et les entretiens avec la même force tranquille qu'elle avait toujours manifestée. « Je veux que ce mariage ait lieu au manoir », a-t-elle dit un soir à Shuka. « Dans cette maison, là où tout a commencé, où nous étions invisibles, puis vus. Là où nous étions étrangers, puis retrouvés. » Il sourit. « Alors ce sera là. » Cette décision était symbolique. Il ne s'agissait pas seulement d'un syndicat. Il s'agissait de réécrire l'histoire. Ensemble, le jour du mariage arriva avec le calme qui suit un long et pénible voyage. La demeure Nwobi, autrefois symbole de hiérarchie et de règles tacites, était désormais transformée. Sa cour parée de lys blancs et de tissus dorés profonds, écho à l'élégance de celle qui allait en devenir la maîtresse. Les invités arrivèrent en masse, certains impatients, d'autres sceptiques, tous curieux. Une atmosphère de recueillement régnait, comme si chacun sentait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un mariage, mais d'un moment qui resterait gravé dans la mémoire de l'élite de la ville pour les années à venir. Isioma descendit l'allée avec une assurance tranquille, sa robe simple mais radieuse.
Shuka attendait à l'hôtel, les yeux fixés sur elle. Et lorsque l'officiante les a proclamés mari et femme, des applaudissements ont fusé, non pas de manière solennelle, mais sincère, chaleureux et empreint d'un profond respect. Après la cérémonie, les invités ont été conviés au manoir pour la réception. Mais le clou du spectacle fut lorsque Shuka conduisit tout le monde au sous-sol rénové. Oubliez les sols tachés de vin et les caisses poussiéreuses, il fut remplacé par un magnifique bar à vin baptisé Genesis, du nom d'Izioma. Un éclairage élégant, des étagères en bois poli et une douce mélodie de jazz conféraient à la pièce une ambiance chaleureuse et intime. Sur un mur était accrochée une photo encadrée de l'aménagement original du sous-sol, avec la légende où l'histoire a commencé. Shuka leva son verre de vin, d'une voix assurée, s'adressant aux invités. « Cet espace m'a autrefois piégé, dit-il, mais il m'a aussi libéré. Il m'a fait voir la vie, l'amour, au-delà du statut, au-delà des murs. J'y ai rencontré une femme qui a remis en question tout ce que je croyais savoir. Et je remercie cette salle, cette tempête, cet instant, de m'avoir offert mon éternité. » La salle éclata de nouveau en applaudissements, mais les yeux d'Izioma se remplirent de larmes. Non pas pour le passé, mais pour l'avenir qui s'ouvrait à elle. Ce soir-là, bien après le départ des invités et l'extinction de la dernière bougie, Shuka et Izioma retournèrent au sous-sol transformé en salon. Ils s'assirent côte à côte, chaussures ôtées, un rire doux et sans filtre. « Tu changerais quelque chose ?» demanda-t-il, les doigts entrelacés avec les siens. Elle secoua la tête. « Même pas les rats. » Il rit. « Même pas le seau à serpillière ?» Elle sourit. « Surtout pas le seau à serpillière. Il m'a donné un appui avant de m'appuyer sur toi. » Ils restèrent assis en silence, enveloppés de souvenirs et de promesses. Et tandis que la musique bourdonnait doucement autour d'eux, ils comprirent qu'ils n'avaient pas seulement construit une histoire d'amour. Ils avaient bâti un héritage, né dans l'obscurité, mais qui trouva sa lumière dans l'endroit le plus inattendu, un sous-sol. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.